Donc, merci Elisabeth de Fédot d'avoir répondu présente aujourd'hui à ce talk, ce nouveau talk organisé par la Fragrance Foundation, qui est, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, l'association qui regroupe tous les acteurs de la filière parfum en France. Et on a donc lancé cette série de talks pendant le confinement pour pouvoir continuer à échanger sur tout un tas de sujets qui passionnent les professionnels de la parfumerie et tous ceux que le parfum intéresse. Donc vous êtes un cas d'école puisque vous êtes passionné par le parfum depuis très longtemps. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Vous êtes historienne et là, aujourd'hui, vous publiez le dictionnaire amoureux du parfum aux éditions Plomb. Donc, c'est une somme parce que ça fait presque 800 pages. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé sur ce livre pendant le confinement, justement, mais j'imagine que c'est la somme de plein d'années passées à travailler sur le parfum. Oui, alors, Éoric, je vous interromps parce qu'il y a à nouveau une personne, Delphine, qui mettait qu'elle n'avait pas le code pour joindre Oui, mais cette réunion. ne vous inquiétez pas, Elisabeth, le code est sur la page. Ah, d'accord, parfait. Tout va Alors, bien. c'est bien. Oui, effectivement, vous l'avez dit, 800 pages. J'ai été une fois encore un peu trop bavarde. C'est mon défaut principal. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai souvent tendance à être bavarde quand je parle de parfum. Et l'idée du dictionnaire amoureux, qui a été créé il y a 20 ans, cette année, c'est son 20e anniversaire, c'est de proposer un exercice subjectif aux auteurs qui doivent parler d'un sujet qui leur est cher et dont ils sont a priori des spécialistes. Mais en tous les cas, des passionnés. C'est ça qui est très important dans le dictionnaire amoureux, parce que j'avais écrit il y a 10 ans, maintenant déjà, chez Bouquin, un tome où il y avait une partie dictionnaire qui avait une autre approche, qui était beaucoup plus encyclopédique, qui se voulait plus exhaustif aussi comme dictionnaire. Et là, c'est une totale récréation d'auteur, c'est-à-dire qu'on vous dit vraiment, vous choisissez les mots qui vous parlent, que vous aimez, et vous choisissez d'en parler comme vous le souhaitez. Alors évidemment, il ne faut pas dire d'imbécilité et d'erreur, hein, c'est sûr, j'espère que j'en ai pas écrite, mais en tous les cas, on n'a pas d'obligation, si vous voulez, d'être exhaustif. Mais vous avez consacré votre vie au parfum, en fait. C'est un peu votre vie, ce dictionnaire. Comment est née cette passion du parfum? D'où ça vient, cet amour des odeurs, des senteurs, de tout ce qui se rapporte à l'olfaction? Ben, vous savez, c'est comme toutes les passions, finalement, ça remonte toujours à loin. On ne sait pas forcément exactement à quand ça remonte, mais en tous les cas, c'est fortement ancré en soi, quelle que soit la passion, que ce soit la musique, les arts, ou quoi, on est toujours porté par quelque chose qui remonte à très loin dans sa vie. Mais Et c'est c'est vrai que quoi moi, pendant très longtemps, votre premier souvenir de parfum? On dit souvent que c'est lié à l'enfance. Souvent, des parfumeurs, quand on leur pose la question d'où vient votre premier souvenir de parfum, ils disent c'était le parfum de ma maman ou de ma grand-mère. Il y a beaucoup de souvenirs liés à l'enfance. Chez vous aussi? oui, alors chez moi aussi, c'est ce que je raconte très brièvement dans la préface, et ça, j'en avais pas conscience. Moi, c'était beaucoup plus lié aux odeurs. Ma grand-mère était élevée en Tunisie, et elle avait dû quitter sa Tunisie, comme elle le disait, voilà, brutalement. Et elle en gardait une nostalgie incroyable. Et donc, elle cuisinait avec beaucoup de senteurs, elle mettait beaucoup d'épices, elle mettait toujours de la fleur d'oranger dans ses gâteaux au chocolat, elle avait des concrètes de jasmin, elle avait régulièrement des petits paquets comme ça qui lui arrivaient de Tunisie avec des dattes, des olives. Et moi, c'était une vraie Madeleine de Proust. C'est-à-dire, quand je venais la voir, elle ne me proposait pas un bonbon, elle me proposait une date, une olive. Je faisais la cuisine avec elle. Bon, c'était une vraie grand-mère fait, si vous voulez, vous voyez, une grand-mère disponible. Et ça, mais je n'avais pas du tout conscience de ça. Et moi, je voulais beaucoup plus. J'avais une autre passion qui était la musique et le piano en particulier. Et je voulais. Voilà, j'aurais souhaité faire le conservatoire et faire plutôt de la musique. Et bon, mes parents étaient un peu inquiets par ce projet et du coup, je me suis orientée vers des études classiques. Mais un jour, maman m'emmène dans une parfumerie et elle me dit, on va choisir ton parfum de grande. Et donc, la conseillère, je m'en souviens encore comme si c'était hier, me présente Caline de Patou, Cristal de Chanel, des parfums de jeunes filles, vous voyez, un peu discret, Anaïs, etc. Bon. Et puis, moi, je vois sur une étagère tous ces sucriers, enfin, tous ces vaporisateurs Guerlain que je trouve absolument magnifiques. Et je lis
comme sur une bibliothèque, les noms. Vol de nuit, Mitsuko, Jardin de Bagatelle. Et alors là, comme je faisais des études littéraires, évidemment, je pars complètement dans le rêve et je choisis de sentir tout d'abord l'heure bleue de Garlin. Et là, ça a été immédiat. C'est-à-dire que quand mon prof de piano me Oui, ça, jouait, c'est votre parfum, l'or bleu. oui, toujours. Ben oui, je change pas. Vous voyez, finalement, je garde toujours ce parfum. D'ailleurs, dans le dictionnaire, à un moment donné, vous consacrez une entrée à un des premiers critiques de parfum, quelqu'un qui est une plume reconnue dans l'univers du parfum, et dont vous dites, j'ai toujours aimé ce qu'il écrivait, sauf Oui. qu'il écrit sur l'or bleu, il écrit des grosses bêtises sur l'or bleu. Ah, j'ai pas dit des grosses bêtises, mais j'ai dit que je lui en voulais beaucoup Ouais, il est pas très gentil avec l'or bleu. d'avoir dit que en fait, l'heure bleue, c'est une guimauve et que ça sentait le bonbon d'enfant. Alors ça, j'étais un peu déçue et triste, et néanmoins, j'ai toute l'admiration. Mon admiration est intacte pour Lucas Turin, d'ailleurs, pour ne pas le citer. Et je trouve que ce qu'il écrit est absolument génial, et tellement drôle en plus, et tellement juste surtout. Mais pour l'heure bleue, j'étais un peu déçue, c'est vrai. Et donc, l'heure bleue, ça m'a fait la même chose que quand mon prof me proposait un morceau de piano. En quelques mesures, je savais si je voulais le jouer, enfin l'apprendre ou pas. Et là, c'était la même chose. Non seulement j'ai voulu le porter, ce parfum, j'ai voulu apprendre le parfum. C'est-à-dire comprendre pourquoi cette émotion, à un moment donné, cette vibration, en fait, c'est d'abord une vibration, comme en musique, comme dans la danse aussi. On a envie d'être dans le mouvement, on a envie d'entrer dans la vibration de la musique. Pourquoi ce parfum invisible, qui était donc cette vibration très forte que j'ai ressentie, m'a déclenché la même envie d'apprendre. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que ça a commencé. Mais ça n'a pas tout de suite pris forme parce que là, j'avais 16 ans, je préparais mon bac. Donc, j'ai fait des études littéraires et cette passion m'est revenue au moment de ma maîtrise. Parce qu'à l'époque, c'était une maîtrise, c'était pas un master. La maîtrise d'histoire en Sorbonne, où j'ai proposé donc à un professeur d'histoire qui avait été dans le jury de thèse de Corbin, vous savez, Alain Corbin, qui a consacré ses travaux d'historien à l'odeur, notamment au travers des odeurs de Paris, les odeurs de la prostitution. Et donc, tout de suite, il a réagi positivement en me disant, mais oui, c'est un très beau sujet d'étude, il n'y a pas encore, voilà, il n'y a pas encore d'histoire de la parfumerie, en tous les cas en Sorbonne, donc allez-y. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, finalement, la musique m'a quand même ramené m'a conduite vers une autre passion. Oui, c'est très surprenant. D'ailleurs, dans votre dictionnaire, il y a des entrées qui sont extrêmement originales. Et je pense qu'une de celles qui est les plus surprenantes, c'est celle qui est consacrée au métro parisien. On y apprend Ouais. notamment, par exemple, ça rappelle un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les odeurs, avant parfois d'être un intérêt pour les parfums. C'est que la RATP, vous dites, dans les années 90, a fait appel, là je vous cite, à des nez spécialisés et qu'un Oui. responsable, notamment, a été affecté au plan d'aménagement, je cite toujours votre entrée sur le métro parisien, a été affecté au plan d'aménagement de l'ambiance olfactive de la ligne 14. Alors, c'est vrai que quand on prend le métro aujourd'hui, on n'a pas toujours l'impression que ce sont des nez qui ont porté autant d'attention qu'au parfum Guerlain. Ah oui, et en plus, je vais vous dire, je trouve que c'est encore pire. Je crois que c'est ce que j'écris dans mon bouquin, c'est encore pire. Parce que c'est vrai que le métro, alors ça, c'est aussi un souvenir d'enfance, parce que du côté de ma grand-mère, enfin du côté de ma mère, du coup, il y a un odorat assez développé. Et j'ai toujours entendu parler de l'odorat plutôt comme une souffrance, vous voyez. Et donc arriver comme ça chez ma grand-mère, mes tantes, en disant, oh là là, mais ces odeurs dans le métro, c'est pas possible, j'étais à côté de machin. Et c'est vrai que le métro, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et en même temps, j'ai fini par apprendre à aimer ces odeurs, même si elles restent terribles, parce que ce sont des odeurs humaines. Et par contre, ce que je déteste absolument dans le métro, c'est ces odeurs qu'on vous ajoute, donc l'odeur de la viennoiserie, ces odeurs abominables, faites peut-être par des nez, et qui sont censées cacher les odeurs, mais qui en fait les mettent encore plus en valeur de façon négative. Et ça, je trouve que c'est très dur. Et finalement, ces odeurs humaines qui sont quelquefois déplaisantes, quelquefois délicieuses aussi, parce que quelquefois on croise un parfum magnifiquement porté par quelqu'un, homme ou femme, et ça vous met en joie pour toute la journée. Mais ces odeurs humaines, finalement, elles me touchent, vous voyez, parce que c'est ça aussi le problème de nos sociétés, c'est qu'on va trop désodoriser, on désodorise trop, on enlève on enlève tout, on met tout avec du parfum. Et au-delà du parfum,
je pense que ce que j'aime avant tout, c'est l'odeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on le sent quand même de façon assez puissante dans votre dictionnaire. Il y a effectivement des entrées consacrées à tous les grands nez du parfum, à tous les grands noms du parfum, de Kurkdjian à Guerlain, en passant par des plus anciens. Mais il y a cette passion pour tout ce qui touche vraiment aux odeurs. On a parlé des odeurs du métro et des odeurs du quotidien. Il y a un certain nombre de… Vous avez parlé des odeurs de fleurs d'oranger dans la cuisine de votre grand-mère. Finalement, c'est presque un dictionnaire amoureux des odeurs. Et c'est là où on rejoint ce que vous évoquiez. C'est très personnel. C'est vraiment un livre très personnel. Oui, alors c'est vrai que l'odeur, c'est ce qu'on… Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que pour moi, une des citations les plus justes sur le parfum, c'est celle de Jean Giono, qui dit « Le parfum, c'est l'odeur plus l'homme ». Parce que le parfum, c'est toujours une rencontre, si vous voulez. Le parfum, c'est au-delà. Je dirais qu'il y a d'abord la senteur, vous voyez, qui est contenue dans un flacon. Et quand elle va rencontrer, quand elle se pose sur la peau, à ce moment-là, elle devient un parfum. Et on rejoint la définition la plus ancienne du parfum, qui disait, les anciens disaient, quand je sens une odeur et qu'elle est bonne, je dis que c'est un parfum. Et ça, je trouve ça aussi très, très juste parce qu'on en revient à cette relativité, en fait, de la définition du beau en matière de parfum. C'est qu'il n'y a pas de vérité artistique en parfumerie. Le parfum, enfin, la beauté d'un parfum, c'est évidemment cette rencontre entre soi-même et l'odeur. C'est parce qu'elle nous renvoie à tous nos souvenirs et comme on enregistre nos souvenirs olfactifs avec la sensation heureuse ou malheureuse, hein, cette sensation physique du bonheur ou au contraire du dégoût, eh bien, on ne peut pas dire ça sent mauvais. C'est impossible de dire ça. Parce que même la pire odeur, alors je ne parle même pas des fétichistes ou des renifleurs, mais quelquefois la pire odeur, si vous aimez la personne, vous n'allez peut-être pas forcément aimer l'odeur, mais vous allez avoir de la compassion, vous allez avoir une forme d'émotion, si vous voulez, par rapport à cette odeur rencontrée. Donc, c'est pour ça que je trouve ça absolument magnifique, comme au chemin d'amour aussi. C'est un chemin d'amour. Et ce que vous dites aussi, et on le voit dans votre livre, cette passion que vous avez pour le parfum sous toutes ses formes, donc parfois les odeurs les plus vulgaires, on peut dire, et puis en même temps parfois les plus poétiques. Vous aviez commis il y a quelques années une anthologie aussi des plus beaux textes sur le parfum. Vous avez cité Giono, mais il y avait aussi Zola. Il y a beaucoup d'auteurs que vous citez dans ce dictionnaire. Vous aimez aussi les mots qui décrivent le parfum. Oui. Que vous avez une passion pour la langue et comme vous venez de l'évoquer, en fait, le parfum, pour vous, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement une odeur, une senteur, ce n'est pas uniquement un beau parfum, c'est tout ce qui va avec, tout ce qui touche aussi à la manière dont il interagit avec notre cerveau, notre mémoire, nos souvenirs. Oui, c'est très, très important le parfum. Alors, c'est aussi toute la synchronicité. C'est très important de poser les mots, même si là encore, on ne peut pas dire forcément qu'on pose les mots justes parce qu'il y a toujours une part de subjectivité qui est très importante. Mais c'est aussi mettre en exergue les bonnes couleurs, les bons gestes. Il y a tout, si vous voulez, le parfum, c'est un tout, c'est une cérémonie. N'oublions pas que c'était une offrande à la base et qui se faisait avec des rituels et donc une gestuelle très appliquée. Et c'est pour ça que le parfum, c'est pas qu'une simple marchandise, c'est aussi la façon de le vendre, c'est aussi la façon de le parler. Vous voyez, dans les cérémonies de vente, si on veut être un peu plus terre à terre, c'est vrai que c'est très, très important de savoir mettre ça en valeur. Et il y a des expériences comme ça qui sont très fortes que j'ai pu vivre. Récemment, c'est cette expérience au Louvre à Abu Dhabi sur cette extraordinaire initiative de quartier voulue par Mathilde Laurent, cette parfumeur que j'aime énormément et que j'admire beaucoup aussi, qui a mis, vous savez, ces dispositifs qui s'appellent OSNI. Donc, c'est de l'art olfactif pur. Et là, véritablement, quand vous faites l'expérience d'OSNI, vous mangez le parfum, vous le sentez, vous le voyez, vous le touchez. C'est absolument incroyable. C'est une expérience qui est très forte pour vous faire vous rendre compte de ce que c'est que le parfum. C'est tellement puissant, en fait, dans nos vies, le parfum. Et puis, une autre expérience plus lointaine, mais qui était assez amusante aussi, et qui nous renvoie à la fonction première du parfum, c'était celle faite avec Francis Kurkdjian, où on avait eu envie de refaire le parfum de la reine Marie-Antoinette, puisque j'avais les formules de son parfumeur,
On avait les palettes du parfumeur de l'époque. Finalement, la palette du naturel, on l'a toujours aujourd'hui. Donc, on s'était dit, on va refaire ce parfum dans la formule. En fait, on est parti de différentes formules, puisqu'à l'époque, on n'avait pas qu'un parfum. On était dans des envies beaucoup plus fugaces et surtout liées à une temporalité. Et donc, on avait les formules, on avait la palette. Bien sûr, notre naturel est beaucoup plus beau, beaucoup plus pur que le naturel de l'époque, puisque nos méthodes, là encore, la technique vient renforcer l'art. Et avec Francis, on avait cette envie, ce but surtout, c'est qu'on se disait, il faut que ça sente bon, parce que c'est quand même ça le parfum à la base. Il faut que ça sente bon. Il ne faut pas qu'on se dise, mais ça puait, c'est une horreur. Et c'est pour ça que tout ce travail d'adaptation, mais historiquement vrai, ciblé autour de la formule, qui nous semblait étrange à nous, à l'époque, on était encore au XXe siècle. Non, je dis une erreur, on était déjà au XXIe siècle. Et donc, c'était ça qui est important. Il ne faut pas oublier que le parfum, c'est ça aussi. Il faut que ça sente bon. C'est sa vocation première de nous donner l'odeur des dieux. Vous parlez de l'odeur des dieux et puis des rois ou des reines aussi. Vous avez parlé de Marie-Antoinette, à qui vous avez consacré un livre sur l'art de la parfumerie à l'époque de Marie-Antoinette. Et vous avez également aussi une entrée dans votre dictionnaire sur Versailles. Versailles, dont on rappelle que effectivement aujourd'hui l'école de la parfumerie est à Versailles. Et l'osmothèque aussi. Et l'osmothèque aussi, vous êtes bien placé pour le savoir. Et donc il y a une entrée Versailles qui est effectivement très importante aussi pour l'avènement des grands parfumeurs déjà à l'époque. Très important parce que pour plusieurs raisons, bien sûr, aujourd'hui, il y a cette école qui a été créée en 1974. Il y a aussi cette osmothèque qui est un outil et un endroit absolument extraordinaire, unique au monde. Hein. Donc, je pense que tout le monde là, qui nous écoute y est allé au moins une fois. Et puis, Versailles, c'est très important pour l'histoire du parfum parce que, si vous voulez, c'est à Versailles que le parfum, qui a déjà acquis le raffinement grâce notamment à Catherine de Médicis et tout cet héritage florentin de la parfumerie, va obtenir ses lettres de noblesse et va être élevé au rang de métier d'art, notamment par la politique de Colbert, qui a été voulue sous Louis XIV, donc pour tout simplement faire rentrer de la monnaie or en France. Hein, la France ne battait pas monnaie puisqu'elle n'avait pas de réserve d'or ou très peu, et donc il fallait surtout que l'argent rentre dans le royaume. Et c'est comme ça que Colbert a institué les métiers d'art, dont la parfumerie. Et ça, c'est très important parce que le parfum va vraiment entrer à la cour de Versailles comme un élément indissociable de la parure, indispensable aussi pour paraître devant le roi, au point que son successeur, le roi Louis XV, continuera donc sur cette lancée et sa cour sera nommée en Europe sous le nom de la cour parfumée. Donc, vous voyez, et tous les grands souverains commandaient, on cite toujours Catherine la Grande, qui, l'impératrice des Russies, donc commandait aux parfumeurs français ses parfums. Voilà, donc il y a une grande tradition d'ailleurs en Russie de parfumerie française, parce qu'au 19e, on le retrouve, ce sont des parfumeurs français qui s'étaient installés en Russie. C'est comme ça que d'ailleurs que Ernest Beau, le créateur du numéro 5, dont on fête les 100 ans cette année, était un parfumeur français, mais installé en Russie depuis des générations pour la maison Vuillard. D'ailleurs, vous consacrez une entrée dans votre dictionnaire à Ernest Beau. Ça fait partie des choses absolument extraordinaires qu'on apprend dans votre livre. C'est connu qu'il est l'inventeur du numéro 5 de Chanel, mais ce qui est moins connu et qu'on apprend en lisant la notice absolument passionnante que vous lui consacrez, c'est qu'il a fabriqué, par exemple, des gaz de combat pour l'armée russe pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et c'est comme ça qu'il connaissait bien les muscs aussi. Il connaissait bien les aldéhydes. C'est incroyable. Parce qu'il avait travaillé dans la savonnerie, donc il savait très bien que les aldéhydes, on les utilisait pour donner une odeur de propre, pour enlever le côté rance, si vous voulez, des graisses qui étaient dans la fabrication des savons. Et puis aussi, les gaz, oui, c'est assez amusant cette histoire. Et Sem, le célèbre caricaturiste de l'époque, oui, tout à fait. Donc, de cette époque-là, l'appelait le ministre de la narine, ce que je trouve absolument génial. Là, je vois que Sabine dit que Louis XIV n'aimait pas les parfums. Alors,
C'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que Louis XIV, si, a adoré les parfums dans sa jeunesse, notamment les parfums animaux, castoreum, civette et tout ça, comme son aïeul Henri IV. Ensuite, il n'a plus affectionné que la fleur d'orange du roi, qui, depuis que l'orangerie était installée à Versailles avec des orangers bigárades. Et effectivement, à la fin de sa vie, comme il souffrait de névralgie dentaire terrible, il ne supportait plus les parfums, il les avait bannis de la cour. Et à l'époque, sachez qu'effectivement, on ne prenait pas beaucoup de douches. Enfin, ce n'était pas des douches à l'époque, hein, quand même, c'était des bains. On faisait des toilettes sèches à base de lotion, de vinaigre. Et c'est pour ça que le parfumeur jouait un rôle très, très important comme pourfendeur des miasmes et grand, comment dire, hygiéniste déjà. Et d'ailleurs, à propos d'hygiène, il y a une entrée qui est géniale aussi dans votre dictionnaire, parmi plein d'autres. C'est celle que vous consacrez à un parfum, plutôt à des odeurs, hein, on va dire, qui ont été très longtemps assez hygiénistes, qui sont les vinaigres qu'on utilisait. Alors c'est assez amusant de voir le parallèle aujourd'hui avec tous ces gels hydroalcooliques dont on nous rebat les oreilles là, depuis un an. Ouais. C'est des vinaigres qu'on utilisait à l'époque du Moyen-Âge, de la peste, pour se nettoyer quand on avait été en contact avec les malades, et dont il subsiste en fait chez Diptyque une sorte d'ersatz ou d'héritier. Aujourd'hui, un Oui, parfum qui est toujours produit par Diptyque et qui trouve ses origines au fond des âges, en fait. exactement. Alors, ce n'est pas un parfum véritablement, c'est ce qu'on appelait plutôt un produit de parfumerie. Et effectivement, vous savez que le vinaigre, déjà sous l'Antiquité, on en parle, hein, Dioscoride en parle en disant que c'est un excellent agent antimicrobien, etc. Donc, c'est vraiment un produit phare en temps d'épidémie. D'ailleurs, le vinaigre des 4 voleurs, qui est très célèbre, on raconte donc au XVIIIe siècle, vous savez que la peste revient au XVIIIe de façon très forte en Europe et notamment dans le sud de la France, Marseille, Toulon, etc., sont frappés par la peste. Et on racontait qu'il y avait des voleurs qui détroussaient les cadavres sans attraper l'épidémie. Évidemment, ça suscite quand même la convoitise. Donc, on arrive à en attraper certains. On n'est pas sûr qu'ils soient 4, hein, c'est plutôt une légende, tout ça. Et on va les relâcher en échange de leurs recettes. Donc, le vinaigre au XIXe siècle, je saute un peu les étapes, hein, au XIXe siècle, ça reste un produit leader, un produit phare dans les catalogues des parfumeurs. Là, vous résumez plusieurs notices de votre dictionnaire en même temps. Voilà, c'est ça. Et donc, j'espère que je ne perds pas tout le monde en même temps. Et donc, notamment, il y avait le vinaigre de Rimmel, qui était très, très connu, qui était un des best-sellers, mais tout le monde en fabriquait. Hein. Guerlain fabriquait des vinaigres. Enfin, c'était vraiment le grand produit qui était toujours utilisé parce que je vous rappelle qu'au 19e, on est encore un petit peu sceptique par rapport au bain. On pense encore que les microbes vont arriver par les pores de la peau et que finalement, c'est peut-être pas très prudent de prendre un bain. Donc, les gens restent quand même assez sales. Et on pratique encore des toilettes sèches, c'est-à-dire les linges imbibés par des colognes, des eaux de cologne, par des vinaigres, et on se frictionne ça pour finalement s'enlever des odeurs de crasse. Également, la propreté vient par ce qu'on appelle le changement de linge de corps. Vous savez, les tricots de peau. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, les tricots de peau. On mettait ça parce que ça permettait d'absorber la crasse. Et c'était ça à l'origine. Hein. Petit Bateau a fait sa fortune là-dessus. Hein. Et donc, Diptyque aujourd'hui continue. Diptyque, voilà, les fondateurs. Alors, j'ai écrit aussi un livre sur Diptyque qui était paru en 2007 et j'avais eu la chance de rencontrer, coucou Nathalie, de rencontrer un des créateurs qui était Yves Couélan et qui m'avait raconté cette histoire de voyage en Russie avec donc Desmond Knox-Leet, qui était vraiment le grand créateur de Diptyque. Et ils avaient découvert encore une vieille bouteille de vinaigre de toilette je crois, de la maison Rimmel. Et ils se sont dit, mais c'est un produit génial, c'est hyper intéressant comme produit. Et ils l'ont refait en suggérant des usages qui étaient bien sûr beaucoup plus de notre époque, hein, c'est-à-dire le mettre dans l'eau du bain pour enlever le côté un peu trop calcaire de l'eau, le mettre en rinçage de cheveux, etc. Parce que le vinaigre, ça reste quand même un très bon secret de grand-mère, si vous voulez. Hein. Donc,
Donc voilà, c'est vrai que c'est un très joli produit. D'ailleurs, moi, j'en ai toujours chez moi du vinaigre de toilette de chez Diptyque. Je trouve que c'est un super produit. Alors, parmi les choses incroyables qu'on apprend dans votre livre, euh, qui ont rien à voir, mais c'est aussi l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est très costaud, mais il se lit par entrée, en fait, par petits bouts, de façon assez magique. C'est, par exemple, on apprend que le patchouli, moi je l'ignorais évidemment complètement, permet de dissimuler l'odeur du cannabis ou des joints et que, à l'issue du festival de Woodstock, donc dans les années 60, euh, beaucoup d'organisateurs de concerts comme ça ont répandu des effluves de patchouli pour masquer l'odeur des joints qui étaient totalement illégales. Bah ouais, à l'époque, c'était interdit. Et le patchouli, si vous voulez, on le découvre. Alors, c'est pareil, c'est connu depuis très longtemps. Le patchouli, on le découvre au 19e parce que c'était un excellent antimite. Et donc, quand les châles en cachemire, qui était la grande mode de l'époque, arrivent, notamment à Paris, mais à Londres aussi, etc., on s'était rendu compte que certains châles provoquaient une addiction, une envie immédiate d'acheter, etc. Ça a quand même un petit peu interpellé les magasins de l'époque. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas une question de couleur ou de motif, c'était tout simplement que les châles qui avaient été en contact direct avec les feuilles de patchouli ont conservé l'odeur et que c'était ça qui attirait les gens. Donc, à partir de là, on a commencé à introduire le patchouli dans les pots pourris, tout d'abord, parce que ça désinfectait les maisons qu'on n'aérait pas beaucoup. C'est que le 19e est encore un grand siècle d'épidémie, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'épidémies, de choléra, etc. Et ensuite, on l'a introduit dans la parfumerie. Et qui s'en empare? Les cocottes. Parce que les cocottes se sont bien rendues compte que ce parfum de l'amour qui allait leur permettre de garder près d'elles leurs amants, qui étaient quand même leur coffre-fort à pattes, hein, elles vivaient de ça quand même, donc c'est important qu'ils restent amoureux d'elles, eh bien, portait du patchouli, d'où les expressions populaires, ça cocotte ou ça sent le patchouli pour désigner quelque chose un peu vulgaire, un peu trop fort, etc. Et effectivement, moi je dis finalement, le patchouli, c'est l'odeur de l'amour, ça reste l'odeur de l'amour, parce que dans les années 60, le festival de Woodstock va introduire cette liberté sexuelle, ce grand mouvement finalement de liberté de mœurs aussi, et donc le patchouli revient en force à la fois pour masquer les odeurs un peu illégales, mais aussi pour exprimer cette liberté sexuelle qui était voulue dans les années 60. Donc, c'est vraiment une odeur. Je sais, à un moment donné, il y avait une télévision qui faisait un reportage sur l'anniversaire de mai 68, qui m'avait demandé mais quelles étaient les odeurs euh, sous les barricades. Et je dis, bah, je pense qu'il y avait voilà, des odeurs habituelles de poudre, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi ces odeurs de patchouli. C'est une odeur très forte. Et c'est ce que je raconte aussi, moi, c'était l'odeur de mon prof de piano qui était assez babe et qui toujours se parfume au patchouli. Je ne savais pas que c'était le patchouli. Mais après, quand j'ai ressenti du patchouli, je me suis dit, immédiatement, j'étais là, chez elle, dans son salon, en train de travailler le piano. Ce qui est fantastique, c'est qu'on croise dans ce dictionnaire, parce que je vois que Sabine nous demande quel est le titre du livre. Donc, je le rappelle, c'est Dictionnaire amoureux du Oui, parfum, qui vient de sortir chez Plomb il y a quelques jours. voilà, la Voilà, on va couverture. le montrer, un très beau livre avec une très belle couverture. Et on aura le plaisir d'en offrir. Elisabeth nous en offre 2 exemplaires En à ceux concours, hein. en concours, voilà, à ceux qui tagueront Elisabeth de Fedo et la Fragrance Foundation. On fait quoi ça sur Instagram? Sur mon compte Instagram, je vais le Voilà, poster ce soir. c'est Voilà, donc j'en ferai gagner 2 exemplaires dédicacés. formidable. Eh ben, merci beaucoup. Et oui, donc on croise dans ce dictionnaire amoureux du parfum des dieux, des rois. Et à propos de dieux, il y a toute une entrée consacrée à Mahomet, par exemple, et à la Oui, manière dont il pouvait, alors qu'on a souvent dit qu'il était détaché du parfum, etc. Vous vous dites pas du tout. Le parfum était quelque chose de très important pour Mahomet. oui, pour Mahomet et puis plus largement pour toute la culture arabe, si vous voulez. Ce qu'on retrouve encore, une autre de mes passions, c'est ces dernières années, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans le monde arabe, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, etc. Et moi, je suis absolument fascinée par cette culture toujours vivante, non seulement parce qu'il y a beaucoup bien sûr, de matières qui proviennent de ces contrées, mais aussi parce que chez eux, c'est
c'est la vie, si vous voulez. Ils ne peuvent pas se passer de parfum, d'odeur. C'est à la fois l'offrande, c'est à la fois… oui, je vois le compte Instagram, c'est @Elisabeth de Fédot. Oui, Voilà, donc vous le trouvez. je vais le mettre. Voilà. Et, donc, c'est ça qui est magique là-bas. Et effectivement, dans les rituels de l'islam, le parfum et plus largement les soins de beauté et d'hygiène sont extrêmement importants. Donc, ça, c'est vraiment essentiel et c'est vrai que c'est un héritage qui est toujours aujourd'hui vivace. Alors, ce que vous dites aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement un dictionnaire justement historique ou de souvenirs, c'est quelque chose de très actuel. Et vous parlez de la crise sanitaire, de l'impact que ça a sur le parfum. Et à un moment donné, vous dites il faut remettre c'est le moment de remettre du sacré dans le parfum. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Alors, du sacré, pas au sens premier du terme, mais vous savez, on disait que le parfum, c'était l'ivresse bienfaitrice des dieux. C'est aussi le sens de l'ambroisie. Et moi, alors, c'est une des entrées effectivement les plus récentes du dictionnaire parce que je me méfie toujours dans un livre d'être trop dans l'actualité parce que c'est aussi une façon de dater. Donc, j'essaye d'être plus intemporelle que ça. Mais là, c'était absolument impératif d'écrire quelque chose puisque le confinement m'a permis aussi d'écrire plus facilement quelque part. Et donc, cette ivresse bienfaitrice des dieux, je pense qu'elle est très importante aujourd'hui. On a parlé, on a rappelé au moment de la crise sanitaire, du premier confinement, j'avais fait des petites capsules sur mon compte Instagram sur ce rôle que jouait le parfum par rapport aux épidémies, sur un plan très sanitaire, très hygiénique. Bon, aujourd'hui, c'est évident qu'on ne va pas revenir à cette dimension d'apothicaire de la parfumerie, c'est pas possible. Je veux dire, on a quand même fait des progrès depuis. Mais en revanche, il me semble essentiel de rappeler cette dimension qu'a le parfum de rendre les gens heureux. Voilà. D'ailleurs, on ne peut pas parler de parfum sans sourire, sans se rappeler des beaux souvenirs, sans se souvenir des gens qui nous ont quittés. Et c'est quelque part vraiment ce phénomène du bonheur, si vous voulez, qui est très, très lié au parfum, qui est lié à ce qu'on appelle la Madeleine de Proust aussi. Et donc, je pense que je dis souvent que les parfumeurs sont des marchands de bonheur. Mais oui, et c'est cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier, cette dimension transcendantale, mystique, sacrée, si vous voulez, qu'a le parfum. Non seulement le parfum, chez les Égyptiens, qu'on appelait le sonter, c'est ce qui vous divinise. Et c'est vrai parce que c'est ce qui vous donne une trace qu'on appelle, nous, le sillage. C'est ce qui aussi fait que cette présence dans l'absence du parfum, quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas dans une pièce ou quand vous avez disparu, tout simplement, ce parfum, c'est ce qui fait qu'on se souvient de vous, c'est ce qui fait qu'on est aussi… Regardez, les mamans, on leur conseille quand vous laissez votre bébé à la crèche de parfumer un foulard ou de parfumer un objet qui vous appartient. C'est très important. C'est cette dimension du parfum, c'est une dimension, effectivement, au-delà du fait de vous diviniser, c'est une dimension transcendantale. C'est-à-dire que ça habite l'absence, réellement. En tout cas, vous nous avez donné beaucoup de sourires, d'anecdotes, de joie à travers ce livre et ce talk. Je voudrais vous remercier beaucoup au nom de tous les participants pour avoir consacré un petit peu de temps à la Fragrance Foundation. Désolé pour le démarrage un petit peu poussif et je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous retrouver très prochainement pour pourquoi pas un podcast ou un nouveau talk autour du parfum et de ce dictionnaire. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir donné cette possibilité d'expression. Ça me fait toujours très, très plaisir de partager effectivement le parfum, que ce soit par les livres ou par les conférences ou les talks comme vous organisez. Et puis, je serais très heureuse de faire gagner donc 2 ouvrages, deux dictionnaires amoureux. Je l'ai indiqué dans le… Voilà, je vais brancher ça ce soir, je pense. Ok, nous aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Désolé pour le démarrage un peu poussif. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Vous aussi, bonne journée. Parfumé, bien sûr. Hein. Évidemment.